Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h, premier morning meeting de la semaine. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, Nicolas Chéron animera le point de marché de 15 h 15, donc juste avant la publication de statistiques sur l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis et peu après le début d'un discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui est attendu à partir de 15 h. Donc bienvenue. Une semaine qui est chargée sur le plan des indicateurs économiques, notamment la session du mardi 23 septembre 2014, avec la publication en Chine et au sein de la zone euro et aux États-Unis des indicateurs avancés PMI, la première estimation, se dit flash, notamment donc de la société Markit, des indicateurs très suivis pour évaluer donc les perspectives du niveau de la croissance économique mondiale. Alors, on va préparer la semaine en commençant par un tour d'horizon des indices devises pour se concentrer notamment sur le dollar australien qui tombe, le couteau qui tombe. C'est ce que nous verrons à travers donc l'étude de l'Aussie Index. La livre sterling reste particulièrement attractive à moyen long terme. Il faut chercher à se positionner dessus sur des niveaux de support. Nous étudierons la tendance du British Pound Index qui donne un message technique sans appel. 3 catégories sur le marché d'échange, dollar américain restant fort, GBP retrouvant toute sa force, le dollar canadien restant globalement dans le sillage de l'USD. Dans la catégorie des devises faibles, le dollar australien qui a donc rejoint la catégorie du franc et du yen japonais. Et enfin l'euro qui reste globalement neutre de manière générale sur le marché d'échange à court terme. C'est ce que montre en tout cas l'euro index. Nous parlerons donc des matières premières qui donc s'enfoncent pour un certain nombre de raisons, probablement la force du dollar américain, mais pas seulement. C'est ce que nous verrons à nouveau à travers la représentation graphique en temps réel d'indicateurs composites de matières premières, notamment le Continuous Commodity Index, qui avait cassé un support. Je parlerai aussi naturellement de l'échec de ma stratégie d'achat sur l'argent, qui finalement avait déjà donné un signal de vente avec des cassures techniques qui étaient bien visibles sur les cours de clôture, bien anticipé donc par notre analyste Adrian Raymond. Les indices boursiers, nous verrons que finalement sur les indices européens, nous restons après 7% de rebond technique depuis le 8 août dans des ranges de neutralité à court terme, influencés négativement par des chandeliers japonais qui sont plutôt négatifs. Ceux de vendredi, un abus de langage de ma part ce matin, ayant évoqué dans l'analyse un pendu inversé, en réalité il s'agit d'une étoile filante. Retour justement sur la théorie ce matin. Qu'est-ce qui permet de distinguer une étoile filante d'un pendu, d'un marteau ou d'un marteau inversé? Nous étudierons donc la structure théorique de ces 4 chandeliers japonais. Donc voilà pour le programme du morning meeting de ce matin et bien sûr toutes les stratégies de devises envisageables sur le marché des changes. Alors je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Comme promis, on commence donc par les indices devises. Ce que vous avez sur les yeux, c'est donc le British Pound Index, la tendance générale de la livre sterling sur le marché d'échange. Nous vous avons invité dès le 8 septembre 2014 à mettre à profit l'ouverture d'un gap baissier standard pour vous positionner à l'achat sur une ligne de tendance haussière. C'est désormais chose faite, le gap a été comblé, le marché est même allé au-delà, la livre sterling reprend sa tendance haussière de fond, l'incertitude politique est désormais dépassée. Sachez que lorsque l'on fait un point sur le consensus à venir du cycle des taux d'intérêt des principales banques centrales, eh bien c'est la Banque d'Angleterre qui arrive au premier rang puisqu'une première hausse de taux est attendue au mois de février 2015. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc le Pound Index sur lequel est apposé l'indicateur technique Ichimoku, appréciable notamment cette séance ici du 18 septembre, qui voit à nouveau le nuage faire office de support. Je trouve que la configuration est attractive, il faut se positionner à l'achat, retenez ça, à l'achat sur la livre sterling, notamment sur les paires de devises les plus fortes, et on pourra citer, vous le savez, le GBP Yen sur support, le GBP CHF, et aussi finalement le GBP AUD, l'Aussie étant finalement en déroute. Alors qu'est-ce qui explique la déroute du dollar australien comme ça sur le marché d'échange? Je vous montre à nouveau ici l'Aussie Index sur lequel est appliqué l'indicateur technique Ichimoku. À nouveau, nous vous avons fait vendre le dollar australien dès le 8 septembre, depuis un niveau de résistance majeur. Eh bien, les signaux de vente s'accumulent, avec le dernier en date remontant ici à cette session du 17 septembre. Et ce matin, eh bien, c'est un couteau qui tombe. Nous parlerons de l'euro AUD ou encore du GBP AUD. Le yen japonais fait toujours partie des devises faibles sur le marché d'échange. Alors certes, nous avons atteint vendredi dernier un support correspondant tout simplement au plus bas annuel du yen index, mais le yen reste en tendance baissière sur le marché d'échange
et je pense que le yen doit être vendu au contact de résistance, c'est-à-dire qu'il vous faut acheter les paires en yen sur support, il faut acheter l'euro yen sur support, il faut acheter le GBP yen sur support, il faut acheter l'USD yen sur support, mais voilà quels sont ces niveaux de support. Nous répondrons tout à l'heure à ces questions. Donc, pourquoi ai-je mis l'euro finalement dans la catégorie des devises neutres à court terme? Eh bien, c'est un des enseignements de ce que j'appelle, ce que l'on appelle finalement l'euro index, la tendance générale de l'euro sur le FX, qui lui est enfermé dans une structure latérale à court terme. Il y a probablement beaucoup mieux à faire que l'euro actuellement en termes de trading sur le FX. Donc, voilà en ce qui concerne ce premier travail, qui est donc l'observation des tendances des indices devises. Dollar canadien, lui, restant de toute façon bien orienté depuis la publication donc des chiffres de l'inflation vendredi dernier, si ce n'est qu'à court terme, eh bien, on voit que le marché consolide 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse, et donc tout à fait normal de voir ici le CAD respirer à court terme après 5 séances consécutives de hausse. Alors, direction maintenant les graphiques en données journalières et puis l'analyse technique d'un certain nombre d'actifs. Mais laissez-moi avant tout vous montrer un indicateur composite. Alors, il existe de nombreux indicateurs de matières premières, tout simplement parce que certains choisissent de pondérer davantage tel ou tel compartiment. Alors, qu'est-ce qu'un compartiment sur le marché des matières premières? Eh bien, l'énergie est un compartiment, les matières premières agricoles sont un compartiment du marché des matières premières, les métaux industriels, les métaux précieux, etc. Bon, sous les yeux, vous avez un indice qui les pondère plus ou moins, je trouve, de manière équivalente. En tout cas, le Continuous Commodity Index ne surpondère pas l'énergie. Et donc c'est ce qui m'intéresse. Et en réalité, cet indice composite de matières premières, eh bien, casse des niveaux de support. Et finalement, la situation est donc compliquée ici. Vous avez donc des points qui ont été proposés sur le site pour envisager la suite des événements, notamment sur les métaux précieux. Et je vais revenir, moi, en toute transparence, sur l'échec de ma stratégie sur l'argent. Alors pourquoi s'agit-il d'un échec et qu'est-ce qui aurait pu m'amener finalement à faire plus attention? Alors d'une part, les plus bas annuels sur l'argent, je me suis intéressé à ce niveau à maintes reprises au premier semestre, ce qui a par le passé été finalement un succès. Et si j'avais, je pense, fait davantage attention à mes graphiques de moyen terme, notamment en cours de clôture, eh bien je ne me serais pas piégé. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le graphique de l'argent en cours de clôture hebdomadaire. Et voilà donc un graphique auquel j'aurais dû faire davantage attention, puisque sur la base des cours de clôture hebdomadaires de l'argent, il s'avère qu'un signal de vente avait été donné dès le vendredi 12 septembre en cours de clôture. Donc cela confirme que les cassures techniques sont toujours efficaces ici sur les métaux précieux. Et puis nous avions de toute façon une cassure technique des 1240 $ sur l'once d'or qui laissait présager un repli. Et étant donné qu'il fallait exclure une décorrélation de ces deux marchés, et bien voilà, en tout cas peut-être après coup forcément, mais en tout cas il faut apprendre de ces erreurs quelque chose qui permettait de ne pas trop défendre une stratégie d'achat des points bas annuels de l'argent, qui est donc un échec. Donc les matières premières sont sous pression. Qu'en est-il maintenant des cours du pétrole? Alors on va revenir ici sur des graphiques à plus court terme, notamment donc un graphique du WTI et du Brent basé sur les chandeliers japonais journaliers. Alors le WTI et le Brent, il est certain, ont fortement reculé depuis le début de l'été. Nous avons quand même un mouvement baissier qui ne date pas d'hier, c'est un mouvement baissier qui a commencé mi-juin. Un mouvement baissier d'ailleurs qui a été fort en dépit des tensions géopolitiques, ce qui montre bien que derrière cette baisse des cours du pétrole, il y a probablement des éléments fondamentaux. Qu'en penser maintenant? La cassure des supports sur les métaux précieux, la cassure des supports sur des indices composites de matières premières préfigurent-elles des cassures de supports sur les pétroles? Alors c'est un scénario qui est possible. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le jour où un signal sera donné sur la base d'un cours de clôture D1, donc journalier, D1 parce que c'est le libellé que vous retrouvez ici en utilisant l'indicateur watermark sur vos graphiques FXCM, et bien ce jour-là, c'est un signal de vente qui sera donné. Alors, concentrons-nous maintenant à court terme sur les cours justement du Brent et du WTI. Nous sommes actuellement
sur ces fameux niveaux de support qui ont fonctionné une première fois. C'est-à-dire qu'ils ont fonctionné notamment le 11 septembre. Le 11 septembre où nous vous avons invité à les mettre à profit. C'est un rebond technique qui a suivi de, disons, 3 à 4 dollars. Et puis voilà, ces deux marchés retombent à nouveau sur ces supports. Il ne faut donc pas exclure ici une cassure, mais cependant, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de cassure. Donc, le Brent et le WTI testent ici leur plus bas annuel, testent ici leur plus bas du mois de septembre. Il faut être extrêmement prudent. J'ai à nouveau ici apposé l'indicateur technique Ishimoku en données journalières. Je vous invite à le faire et à notamment accorder votre attention donc à la Tenkan mais aussi à la Kijun. Kijun qui forcément conserve une orientation baissière. Et finalement je pense que tant que ces deux marchés resteront de concert sous la Kijun en données journalières, eh bien il existe clairement un risque de cassure baissière. Mais pour le moment, le signal n'est pas donné. Alors vous avez par exemple la stratégie d'achat Nicolas Chéron, des niveaux de support, qui se justifie, je dirais, non pas du point de vue de la tendance, mais je dirais du point de vue du money management et du positionnement d'un stop de protection. Reste que, pour le moment, et c'est quelque chose que vous savez, la corrélation négative est très poussée, elle est très forte, entre la tendance du dollar américain et la tendance des matières premières, puisque les indices composites de matières premières ont fait leur point haut à peu de choses près le même jour où le dollar américain a fait ses points bas, et nous étions, je crois, le 1er juillet. Et aujourd'hui encore, le dollar américain reste extrêmement vigoureux sur le marché des changes. C'est notamment ici ce que vous pouvez observer sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Il est tout à fait possible que cet indice rejoigne ici le niveau des 11 000 points. Il est donc compliqué de chercher à vendre agressivement ce dollar US, même si nous approchons probablement d'une phase de respiration. Alors, je vous propose maintenant de faire un focus sur l'AUD et le GBP en termes de stratégie de trading, et puis après nous passerons en revue les indices. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de me concentrer sur le GBP et l'AUD? Eh bien parce que l'AUD me paraît être en difficulté sur le FX. C'est d'ailleurs aussi quelque chose que vous pouvez voir à travers la tendance générale du prix des actions australiennes. Vous avez sous les yeux l'indice AUS 200 qui lui est fortement sous pression baissière depuis le début du mois de septembre. Alors je pense qu'au-delà de l'économie australienne, nous avons un lien fort entre la tendance des actions australiennes et du dollar australien avec des indicateurs économiques en provenance de Chine, avec notamment au mois de juillet des indicateurs d'activité qui ont été décevants en Chine, d'où d'ailleurs l'activité intense actuelle de la BPOC, la Banque centrale de Chine, qui est, avec la Banque centrale européenne, une banque centrale très active actuellement. On sait que la semaine dernière, elle a injecté des liquidités pour les banques commerciales, à peu près 60 milliards d'euros. Eh bien, sachez qu'elle vient de prendre aussi une décision de baisse de taux. Le taux d'intérêt, le coût de l'argent à 14 jours, à 2 semaines, a été diminué de 20 points de base. Donc, la Banque centrale de Chine agit vigoureusement et cela n'est que le reflet de ses doutes quant à l'activité économique dans ce pays. Forcément, l'Australie est intimement liée à ces indicateurs économiques chinois. Donc, l'AUS 200 est sous pression, l'AUD sur le FX est sous pression. Qu'en est-il maintenant en termes de stratégie sur le Forex? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder notamment le GBP AUD. GBP AUD, lui, est toujours bien orienté. Alors certes, il tend vers une zone de surachat, mais ce n'est absolument pas suffisant pour envisager de le shorter. Je pense toujours qu'il faut chercher... alors d'une part, il faut être dans le sens de la tendance, et la tendance, elle est fermement haussière sur cette paire de devises GBP AUD, et je pense qu'il est tout à fait probable que le GBP AUD, eh bien, lors des prochaines semaines, aille encore beaucoup plus haut. Alors maintenant, en termes de stratégie technique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien, aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fait, ce que tente de faire là le GBP AUD, c'est de donner un nouveau signal d'achat. C'est-à-dire qu'il s'attaque à une résistance ici, une résistance qui passe à 1,8375. Alors, est-ce que les 1,8375 vont être cassés? Je ne le sais pas. En tout cas, si c'est le cas, il s'agira d'un nouveau signal d'achat. Quelles pourraient être les deux stratégies à mettre en place sur ce GBP AUD? Et puis, on parlera bien sûr de l'euro-dollar, même si je pense que là, il n'y a rien à faire sur l'euro-dollar en fait. C'est pour ça que je préfère m'intéresser aux paires de devises
qui sont tout simplement directionnels et volatiles, et c'est notamment le cas du GBP et de l'AUD, donc voilà pourquoi je me concentre. Alors forcément on a quand même un écart aux indicateurs de tendance assez marqué. Je pense qu'il y a deux stratégies possibles, soit se mettre à l'achat sur support, le plus évident étant à 1,82, mais imaginons un cas de figure qui serait celui aujourd'hui de la cassure haussière des 1,8375, et bien dans ces cas-là il s'agirait d'un niveau d'achat sur repli ici sur ces 1,8375. Alors si on essaye de basculer sur un horizon de temps un peu plus court, eh bien on constate donc que là vraiment on essaye de donner un signal d'achat en s'attaquant ici à ces 1,84, et j'ai envie de dire que les chandeliers japonais, même en données 4 heures ici, ne donnent pas quelque chose de plus court-termiste ici pour une intervention. Donc en tout cas, clairement le GBP AUD doit faire partie de ces monnaies que vous devez chercher à acheter sur support dans le cas d'un mouvement de pullback, et ces mouvements de pullback interviennent. Vous aviez eu notamment ici la cassure d'un niveau le 18 septembre, un niveau ici à 1,82, les marchés sont revenus chercher 1,82, et je pense que si on casse à la hausse 1,84, il est tout à fait possible d'envisager derrière un test de ces 1,84 pour se positionner. Donc c'est une paire de devises qu'il faut vraiment chercher à acheter sur repli depuis le V-bottom. Donc c'est une puissante structure d'inversion de tendance, V-bottom, qui a été fait ici sous les 1,79. Alors, étant donné que le dollar australien est sous pression, je pense qu'on peut regarder aussi les autres paires de devises, et notamment ici l'euro AUD. Alors l'euro AUD est intéressant parce que je trouve que l'euro, bon, on l'a vu, l'euro est globalement stable de manière générale sur le FX, donc il subit la loi ici de cet AUD qui coule. Et donc, nous avons là un euro AUD qui cherche, donc qui s'attaque, alors d'une part qui déborde ici un niveau à 1,4415 et qui va en fait s'attaquer ici à un niveau de résistance qui se trouve ici à 1,4477. Donc on cherche à le dépasser. Mon opinion est que cette résistance finira par être cassée à la hausse. Je le pense. Alors il faut essayer de déterminer peut-être des points d'intervention agressifs sur cette paire de devises, et je m'intéresse par exemple à court terme à un niveau qui passe ici à 1,4418. Alors peut-être qu'1,4418 serait un tout premier point d'intervention, 1,4418 pour se positionner dans le cas d'une position longue et envisager derrière la cassure haussière de cette résistance. Alors, l'AUD, on voit qu'elle est quand même une devise qui est en souffrance sur le FX. On a parlé donc du GBP AUD. Qu'en est-il de l'AUD CAD et de l'AUD USD? Je pense que là aussi c'est quelque chose d'intéressant. L'AUD CAD, nous en avons parlé vendredi dans le tour d'horizon des paires en dollars canadiens, mais il s'agissait aussi d'une stratégie de trading sur la UD-CAD. C'est, je pense, l'incarnation de ce couteau qui tombe, la UD-CAD. Alors forcément, il va être difficile de se positionner maintenant. Pourquoi est-ce que la UD-CAD et la UD-USD suivent la même destinée? Tout simplement parce que face à ces devises, je dirais face à ces dollars alternatifs, dollars américains et dollars australiens, sont finalement dans le même cas. Et donc clairement le dollar australien c'est vraiment l'incarnation de ce couteau qui tombe. Des objectifs de cours sont atteints. J'ai un moment notamment ici anticipé, en tout cas attendu, un rebond technique qui a été finalement de très courte durée. Alors certes elle est survendue, certes, mais la survente n'a jamais empêché un marché, surtout un marché qui tombe, de s'enfoncer davantage. Et enfin, je vous rappelle que lorsque vous regardez l'AUD-USD en données journalières, eh bien le marché reste pleinement enfermé dans ce canal de baisse de moyen terme. Alors, c'est compliqué puisque là, en effet, on s'attaque à ce niveau des 0,8890 qui était un de nos objectifs de cours, mais il est envisageable que ce niveau finisse par céder, et je pense que nous avons ici une première résistance sur les 0,8980, 0,90, et ça ne me choquerait pas que ce marché revienne chercher les 0,8660 lors des prochaines semaines, étant donné que l'OSCI de manière générale, donc l'AUD index, bien je pense qu'il peut se replier clairement davantage. Donc je vous invite à chercher à vous positionner à la vente sur le dollar australien
au contact de niveaux de résistance, peut-être est-il plus à l'aise en effet de chercher à acheter le GBP AUD, de chercher à acheter l'euro AUD, et enfin, nous allons jeter un œil à l'AUD-CHF. L'AUD-CHF qui doit être lui en souffrance sur le marché des changes. À peu de choses près, il doit représenter plus ou moins l'inverse de l'euro AUD. Et en effet, nous avons ici probablement, probablement une paire de devises qu'il faut chercher donc à vendre, puisque eh bien, en vendant la UDCHF, alors d'ailleurs je pense que la UDCHF, là où c'est intéressant, c'est que on sait le franc globalement faible sur le FX, mais on voit clairement que c'est actuellement le dollar australien qui est le plus en souffrance. Je pense que cette paire de devises peut encore se replier davantage. Alors, on a pu voir que l'euro AUD s'attaquait à un niveau de résistance. Vous en retrouvez ici la traduction avec ce niveau de support sur l'AUD-CHF. Un niveau de support qui passe actuellement à 0,8320. Je pense que ce niveau des 0,8320 finira par casser. Et il y a donc deux stratégies qui sont envisageables, ou même trois, sur cette paire de devises AUD-CHF. La première stratégie, vous avez une toute première résistance qui passe à 0,8377. 0,8377 pour une vente. Il y a encore la possibilité d'une vente sur cassure des 0,8320, voire la cassure des 0,8320 et ensuite passer vendeur en cas de pullback. Un mouvement de retour sur 0,8320 pour viser 0,82 et même un retour à 0,8115 lors des prochaines semaines. Vous avez ici un VTOP, donc une formation de sommet très puissante ici sur l'AUD CHF. Donc voilà pour cet AUD qui est vraiment en souffrance. Alors vous l'avez compris, nous estimons ici que la livre sterling renoue avec la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, la tendance de la livre sterling renoue avec les indicateurs économiques de la Grande-Bretagne, étant donné que l'incertitude politique relative à la possibilité d'une séparation de l'Écosse du Royaume-Uni est désormais dépassée. Eh bien, je vous rappelle que au sein des consensus liés aux perspectives de taux des grandes banques centrales, vous avez deux qui sont susceptibles de remonter leur taux en 2015. La Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale des États-Unis. Quel est actuellement l'état du consensus? Eh bien, la majorité des intervenants estiment que le mois de février 2015 verra la Banque d'Angleterre augmenter ses taux de 25 points de base, et la majorité des intervenants estiment que ce sera le même cas pour la Réserve fédérale des États-Unis, avec un mois qui ressort, il s'agit du mois de juin 2015. Donc, la livre sterling est en première celle qui devrait connaître une hausse de ses taux d'intérêt, donc de son institut d'émission, et nous pensons donc qu'il faut vous positionner à l'achat sur la livre sterling. Alors, on a évoqué de nombreuses stratégies, j'imagine que vous y êtes. Vous avez notamment, vous le savez, le GBP, alors on a parlé du GBP AUD à l'instant, GBP AUD qui cherche à casser de nouvelles résistances. Vous avez un premier niveau de support, je vois en fait sur cette paire de devises, je dirais deux niveaux. Vous avez un tout premier support qui me paraît agressif, mais qui en est cependant un tout premier support qui passe à 1,8324. Alors 1,8324 pour un premier niveau d'achat. Lorsqu'on a une devise comme ça, une paire de devises qui est forte à la hausse, il est rare qu'on aille chercher les niveaux de support les plus évidents. Donc je pense que 1,8325 est un premier. Et puis si aujourd'hui le marché casse à la hausse 1,8375, eh bien signal d'achat. Et à ce moment-là, il faudra vraiment se positionner sur repli sur ce niveau. Donc ça c'est le cas du GBP AUD, mais vous avez bien sûr, vous le savez, le GBP CHF ou encore le GBP NZD. Ça c'est davantage quelque chose dont parle assez souvent Adrian. Je vais par contre chercher, voilà, je cherche justement ce GBP CHF pour voir exactement où est-ce qu'il en est à court terme. Le GBP CHF. Alors, le GBP CHF, vous allez me dire, mais regardez, ici, vous avez un chandelier japonais du 19 septembre qui est compliqué. Je n'ai absolument pas peur de ce chandelier. Il est tout simplement, probablement dû à des prises de bénéfices sur toutes les stratégies d'achat qui avaient été mises en place dès le 8 septembre sur la livre sterling. Et nous avons recommandé dès le lundi 8 septembre des achats sur la livre sterling. Je pense que ce chandelier du 19 septembre, D1 ici, n'a pas d'impact baissier de fond.
Et donc, il faut toujours chercher à se positionner à l'achat. Alors, le GBP CHF, forcément, il teste ici ce niveau des 1,5432. C'est à peu de choses près les sommets depuis 2012. Et d'une certaine façon, ce GBP CHF illustre bien, je pense que c'est la meilleure façon de trader le British Pound Index. Du point de vue de la représentation graphique, Pound Index et GBP CHF, je trouve, se ressemblent. Et donc, étant donné que le Pound Index me dit qu'il faut chercher à acheter les niveaux de support, je pense la même chose du GBP CHF. Quel est le premier niveau de support sur le GBP CHF? Eh bien, le premier se trouve à 1,5286. Alors, 1,5286, c'est un bon niveau d'entrée, je pense, ici, à court terme. Et puis donc forcément pour aller plus haut il faudra déborder les 1,5432, mais pour l'instant voilà, je trouve que ça tient ici plutôt bien. Alors nous avons ici aussi cette ligne de tendance à très forte pente avec un angle qui est très marqué de progression sur le GBP CHF. Donc voilà, je pense qu'au-dessus de ce niveau on peut chercher des achats, et je vais ajouter la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours qui est utilisé un peu pour déterminer, je dirais, moi ce qui m'intéresse c'est de travailler davantage sur l'écart, ce qu'on appelle la disparité entre la moyenne mobile à 20 jours et les cours. Voilà, la moyenne mobile à 20 jours elle prend une orientation haussière. Alors idéalement une MM 20 jours qui viendrait soutenir ce support à 1,5285 serait une excellente opportunité d'achat sur ce GBP CHF. Le GBP Yen. Le GBP Yen, ne shortez pas cette paire de devises. En tout cas, c'est mon opinion. Je pense que c'est aussi, celle d'Adrian. Il faut chercher à acheter sur support cette paire de devises. Je n'ai pas peur du chandelier du 19 septembre 2014, car encore une fois, il est tout simplement dû au débouclement d'un événement politique. Donc, je ne pense pas que derrière ce chandelier du 19 septembre, nous ayons des ventes de moyen terme qui a été mis en place. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, ça tient plutôt bien. Et donc, à quoi doit-on s'attendre sur le GBP Yen? Il est possible que cette paire de devises consolide, et donc ce sera parfait pour mettre en place des stratégies d'achat. Je vois à court terme un premier support à 177,45, et donc vous pouvez déjà observer que la partie basse du chandelier du 19 fait déjà office de support. Alors, est-ce que ce niveau des 177,45 est un bon support pour acheter? C'est le plus agressif. C'est clairement celui qui n'est pas le plus fort. Mais, en tout cas, j'observe aujourd'hui que les 177,45 sur le GBP Yen tiennent. Après, je m'intéresserai davantage à un support, je dirais, intermédiaire qui passe à 176,45. N'espérez pas un pullback sur 175,40. 175,40, c'est certes le niveau d'achat parfait, en données hebdomadaires notamment. Mais bon, étant donné que cette paire est forte, ce serait bien sûr le niveau d'achat parfait, mais voilà, c'est peut-être un peu trop parfait justement comme niveau d'entrée. Alors, vous avez donc ces niveaux, 177,45 c'est le plus agressif, et je pense qu'il faut avoir un stop très proche si vous intervenez dessus, car nous avons quand même une paire de devises qui a besoin peut-être de respirer, mais elle peut respirer à plat. Elle peut respirer à plat, donc voilà. J'ajoute quand même rapidement l'indicateur, un petit indicateur de momentum. Bon, alors forcément on est suracheté, aucun problème, mais une paire de devises forte peut rester très longtemps surachetée. Moi je me souviens parfaitement du GBP Yen en novembre 2013. C'était une des plus belles tendances haussières en dépit d'un puissant surachat. Donc je n'ai absolument aucune crainte, et je vous invite soit vous positionner à l'achat sur ce support à 177,45, soit attendre les 176,50, au risque bien sûr de ne pas être à l'achat. Donc je voulais donc commencer ce point de marché par justement le GBP et la UD, car je pense que là nous avons un certain nombre de stratégies importantes. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est vraiment les grandes catégories des monnaies et trader dans le sens de la tendance de fond. C'est-à-dire que l'USD, le GBP et le CAD sont des monnaies fortes sur le FX. L'AUD a malheureusement perdu ce statut. L'AUD n'est plus une monnaie
forte sur le FX. Le franc a toujours été faible, le yen l'est aussi. Et enfin, je trouve que l'euro, à court terme, est globalement neutre sur le FX, mais on parlera tout à l'heure bien sûr de l'euro-dollar, je n'y couperai pas. Alors, ce matin j'ai commis dans mon analyse indicielle un abus de langage, et je tiens donc à remettre la vérité. Vous avez sous les yeux exactement ce à quoi correspond une étoile filante, ce à quoi correspond un pendu. En réalité, l'étoile filante est un pendu inversé, mais c'est un abus de langage, on parle d'étoile filante. Un marteau et un marteau inversé. Donc, ce que l'on doit retenir, c'est que l'étoile filante et le pendu ont des implications négatives à court terme. Le marteau et le marteau inversé ont des implications positives à court terme. Alors, qu'en est-il maintenant des indices boursiers européens, puisque on va évoquer leur cas directement. Et je vais commencer par le plus synthétique d'entre eux, il s'agit de l'indice Eurostoxx 50. Alors, sur l'Eurostoxx 50, j'ai parlé d'une pierre tombale. La pierre tombale appartient au chandelier japonais dit Doji, D-O-J-I. Alors, c'est pas réellement une pierre tombale, sachant qu'un Doji, c'est lorsque clôture égale ouverture, mais lorsque je prends ce chandelier journalier de l'Eurostoxx 50, à 1 ou 2 points près, nous avons eu clôture égale ouverture. En tout cas, nous avons ici un chandelier japonais, je dirais, d'incertitude, sous cette résistance à 3300 points sur l'Eurostoxx 50. Donc cela doit nous rappeler quoi en fait sur ces marchés actions européens. En clair, je vais vous montrer le CAC 40, je pense qu'il fait une belle synthèse. L'idée c'est quoi? Nous sommes dans une phase de hausse depuis le 8 août 2014. La correction des actions s'est terminée le 8 août. Ok. Depuis des niveaux de support majeurs, notamment les 4100 points du CAC. C'était un niveau de support mensuel. Donc voilà. A débuté une phase de hausse qui a duré du 8 septembre au 5 septembre. Et nous avons eu une semaine de correction et la semaine dernière a été haussière. Le CAC 40 en fait est enfermé entre 4400 et 4500. 4400 points c'est un fort support, il est soutenu par la moyenne mobile à 30 semaines. Sur le DAX, 9600 points c'est un fort support, il correspond à la moyenne mobile à 30 semaines. D'ailleurs, tous vos indices boursiers, qu'il s'agisse des indices boursiers américains ou des indices boursiers européens, se situent au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mise en avant par l'analyste trader Stanley Weinstein comme étant représentatif du cycle tendanciel de fond des marchés actions. Les moyennes mobiles à 30 semaines sont donc en dessous du niveau actuel des cours, mais leur pente, elle, s'aplatit. Donc, vous comprenez qu'à moyen terme, il est difficile. Est-ce que le marché actions européen peut déborder les résistances majeures? On voit en fait que le CAC 40 est enfermé entre 4400 et 4500 points. Nous avions eu ici sur 4400 points un marteau. Nous avons ici une étoile filante sous 4500 points. Alors lorsque le CAC 40 construit un marteau sur support majeur et une étoile filante sous résistance majeure, ces deux configurations se neutralisent, créant un environnement de marché neutre. Nous avons exactement le même cas de figure sur le DAX. Le DAX avait construit un marteau sur 9600 points, une étoile filante sous 9800 points, deux chandeliers japonais, un support majeur, une résistance majeure qui se neutralisent pour créer un environnement de marché neutre. Raisonnement identique au CAC, au DAX et à l'Eurostoxx 50. Alors, rapidement et avant de répondre à vos questions, aujourd'hui c'est pas une journée très importante sur le FX du point de vue des catalyseurs de marché, sur le marché de manière générale, si ce n'est que à 15h il y a quand même un discours de Mario Draghi et à 16h des statistiques sur l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis. Donc ça c'est des chiffres que vous allez suivre et trader cet après-midi avec Nicolas Chéron. Maintenant ce que je vais faire, et je vais répondre ensuite à vos questions, on va passer sur un horizon de temps plus court, et notamment donc les chandeliers japonais horaires, pour étudier la situation de la paire euro-dollar. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'euro-dollar ira chercher 1,2750 avant de éventuellement rebondir à 1,31? Honnêtement, il faut quand même admettre que l'euro-dollar peine à franchir une résistance. D'ailleurs, l'euro est neutre sur le FX, c'est ce que je vous montre l'euro-index. Et lorsque je regarde l'euro-dollar en données 4 heures,
eh bien je constate surtout qu'on ne franchit aucune résistance depuis très longtemps, en fait depuis le mois de mai dernier, que nous avons eu ce range entre 1,2850 et 1,2980, qu'on reste en position sous cette oblique de résistance. Alors là, on a ce niveau à 1,2857, le marché l'enfonce sans pour autant fortement décaler. On a fait 1,2822. Que voulez-vous faire là à court terme sur l'eurodoll? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'on construit. Alors il y a en effet des contradictions au momentum, notamment sur l'horizon de temps journalier. Est-ce que l'euro-dollar est en train de construire une espèce de structure en biseau descendant donné 4? Non, je pense qu'il ne faut pas s'acharner. Certes, nous approchons probablement, plus le temps passe, plus nous approchons d'un rebond technique à venir sur la paire euro-dollar, mais qui aujourd'hui peut dire si ce rebond technique aura lieu aujourd'hui ou s'il aura lieu après un test des 1,2750 ou des 1,28. D'où le conseil que je vous donne de vous intéresser aux monnaies sur lesquelles il y a actuellement une tendance limpide, notamment le GBP à l'achat sur support ou encore l'AUD à la vente sous résistance. L'euro, je pense, peut être tradé en lien avec notamment l'AUD. Vous avez notamment donc l'euro AUD, mais aussi n'oubliez pas l'euro-yen. L'euro-yen, très intéressant lorsqu'il teste un niveau de support. Cependant, j'admets sur l'euro-dollar commencer à surveiller une structure d'essoufflement ici, un début, hein, au-dessus de ces 1,28, mais il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour dire il faut acheter les yeux fermés, donc tenez-vous à l'écart, je pense, pour le moment, de cette paire de devises ici, qui est l'euro-dollar. Jetons un œil au GBP USD en données journalières, et ensuite je réponds à vos questions. Alors le GBP USD, pourquoi n'en ai-je pas parlé tout à l'heure alors que j'ai évoqué le cas du GBP AUD, du GBP CHF, du GBP Yen ou encore du GBP NZD? Parce que le GBP USD, c'est la confrontation de deux monnaies fortes. Ça, on le sait. En tout cas, ce sont les deux banques centrales qui suivent la même voie, qui est celle de la diminution progressive de leur soutien monétaire, tout simplement en lien avec l'amélioration de leur économie sous-jacente. Que penser du GBP USD? Nous vous avons invité le 8 septembre à passer à l'achat dans l'éventualité, en tout cas nous avions cette conviction que le gap allait être comblé. Ensuite, deuxième conseil, nous avons envisagé un pullback sur 1,6150 suivi d'une relance de la hausse. C'est ce qui s'est donc produit. Et puis nous avons donc cette accélération haussière le 19 septembre, accélération haussière suite au non sur l'indépendance de l'Écosse. Je pense qu'en effet il faut surveiller la moyenne mobile à 20 jours, elle couvre toujours les cours, nous n'avons pas encore de clôture au-dessus. Je m'intéresse, je dirais, davantage au GBP Yen et au GBP AUD, au GBP CHF. Le GBP USD, bon, il existe un premier niveau de support à 1,6280. 1,6280, certes, c'est un premier niveau, et puis nous avons donc, depuis les points bas du 10 septembre, une ligne de tendance, ici, donc, qui soutient les cours. Alors, il est tout à fait probable que, tant que le GBP USD tient cette ligne de tendance, que finalement, le GBP USD finisse par réaccélérer à la hausse. Je vais quand même essayer de passer sur un horizon de temps plus court pour envisager la suite des événements, mais voilà, je pense qu'il faut chercher des achats sur ce GBP USD. 1,6280, c'est le premier niveau. Je vais descendre d'un horizon de temps pour voir, et je vais notamment jeter un œil sur les chandeliers 4 heures. Donc je vais regarder ça. N'oubliez pas toujours de surveiller la proximité des 11 000 points sur votre Dow Jones FXM Dollar Index, car il est probable que euro-dollar en bénéficie. L'euro-dollar devrait bénéficier d'un test de ces 11 000 points, et donc le GBP justement USD en données 4 heures, je pense que ici nous allons retrouver, alors laissez-moi aller la chercher, cette ligne de tendance
nous allons retrouver cette ligne de tendance. Voilà. Alors certes, voilà, elle soutient les cours. Elle soutient les cours. Et en fait, ce qui est intéressant, voilà. Alors, c'est compliqué, mais tant que on tient cette ligne de tendance, eh bien, on peut s'en servir finalement pour mettre peut-être en place des stratégies d'achat. Même si, encore une fois, j'ai une préférence, vous le savez, très nette pour d'autres paires en GBP. Voilà, étant donné qu'elle reste quand même couverte par cette ligne, je reste quand même assez méfiant. Mais bon, je pense que devant elle, elle a davantage de hausse. Devant elle, elle a davantage de hausse. Alors, maintenant je vais répondre à vos questions. Mais je recharge d'abord les graphiques journaliers. Alors, donc Gilbert remercie Karen pour la stratégie d'achat du GBP USD. Donc ce matin, excellent. Où trouver les indices devises? Vous avez une section sur notre forum qui l'explique. Alors, je vais vous la redonner, hein, puisque j'imagine que vous découvrez nos services. Donc, je vais vous redonner tout ça. Voilà. Donc vous avez une section tout en bas ici à propos donc, de nos indices. En fait, il y a un certain nombre d'indicateurs avec lesquels vous pouvez personnaliser la plateforme, notamment donc les indices devises. Donc en fait, cette section du forum rassemble tous les indicateurs que vous pouvez ajouter à la plateforme de trading FXM pour non pas les trader directement, mais pour affiner l'analyse. Et vous avez dans cette section, vous avez ici les indices des devises majeures. Ils sont très utiles et j'en veux pour preuve que ces indices devises nous ont permis d'anticiper de nombreuses choses ces derniers temps. Donc voilà, vous avez tout ici pour les installer. Si vous avez besoin d'aide, votre conseiller peut vous aider. Je pense en effet, Totof, que ce dollar US est en route pour les 11 000 points. Laurent, vous êtes à la vente sur la UDCAD et vous êtes en gain, donc vous êtes heureux. En tout cas, c'est un bon trade. Donc, c'est le couteau qui tombe. Vous avez shorté à 0,98, donc vous gagnez 50 pips. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser courir ? En fait, moi, ma question, Laurent, c'est lorsque vous avez vendu à 0,98, quel a été votre objectif de cours et quel a été votre stop de protection? Vous êtes sur une devise qui est fortement baissière, donc vous êtes dans le bon sens de la tendance. Je pense que la première résistance maintenant est à 0,9825. Vous dire s'il faut laisser courir ou pas, à un moment ou à un autre, on peut se reprendre d'un point de vue technique, mais pour l'instant, je pense que elle peut parfaitement aller chercher les 0,97. Donc elle a en effet une orientation qui est baissière. Après voilà, elle est clairement survendue, mais bon, peu importe, hein, elle est survendue depuis mi-septembre, elle continue de chuter. Hein. C'est le couteau qui tombe. Peut-être pour l'euro AUD, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, je pense que nous pouvons casser les résistances. Il s'agit ici de l'US Oil. Vous l'avez donc shorté Unimax Trader. Eh bien, il va falloir donc enfoncer les niveaux de support, ce qui est dans l'ordre du possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait, mais c'est dans l'ordre du possible. Et tant qu'on reste couvert par toutes ces résistances. Alors qu'est-ce que je pense du CHF Yen? Eh bien je pense que le CHF Yen est la meilleure façon de s'investir sur la faiblesse du yen japonais. Le CHF Yen a donné un signal d'achat majeur le 12 septembre, un signal d'achat confirmé le 18 septembre. Il faut vous positionner uniquement à l'achat sur le CHF Yen. Vous avez à travers cette paire de devises la façon, je pense, la plus pure de vous exposer à la dynamique baissière du yen japonais.
Pourquoi est-ce que je pense que cette paire de devises est très bien orientée? Tout simplement parce que nous sommes sortis par le haut d'une phase latérale vieille d'un semestre. Nous avons consolidé pendant un semestre avant d'en sortir par le haut. Alors, je ne suis plus certain, je ne sais pas si sur le CHF-Yen on vous propose le volume d'échange réel, puisqu'on vous propose le volume d'échange réel sur 14 paires majeures. Non, voilà, pas sur celle-ci, mais je suis assez persuadé que nous avons eu un volume de transactions très élevé dans ces phases de hausse. Qu'est-ce qu'on peut envisager à terme sur le CHF-Yen? Tout simplement de rejoindre tous les niveaux de résistance. Les niveaux de résistance étant autant d'objectifs de cours. Donc je vais vous donner les objectifs de cours pour la fin d'année sur le CHF-Yen. De toute façon, nous sommes en train de préparer nos prévisions trimestrielles, et c'est très simple, nous allons répertorier justement toutes ces stratégies. Le CHF-Yen, vous pouvez viser 119 d'ici la fin d'année. Le niveau d'achat le plus évident étant 115. Mais est-ce que le marché peut réellement revenir à 115? Si le marché revient à 115, je vous proposerai naturellement une stratégie d'achat immédiate. Ce serait le niveau parfait. Mais à l'image du GBP Yen, j'ai quand même déjà l'impression que le CHF Yen tente de former un premier support à 115,71. Donc, ça c'est un fait. J'ajoute des moyennes mobiles courtes, et je pense que sur ces devises finalement très fortes, on va plutôt aller se diriger du côté des moyennes mobiles exponentielles. Pourquoi les moyennes mobiles exponentielles me semblent plus intéressantes? Car elles pondèrent plus fortement les données récentes, et donc je pense que leur contact permettra au cours de réagir plus fortement. Je vous invite à surveiller donc les moyennes mobiles exponentielles à 20 périodes, ici sur l'horizon de temps journalier. Il est possible que ce marché dérive latéralement dans l'attente de ces indicateurs de tendance. En tout cas, vous avez un premier support agressif à 115,70 et je dirais un support plus intéressant à 115,30 pour une stratégie d'achat sur le CHF Yen. Alors Thierry, est-ce que je pense qu'il y a une divergence haussière sur l'euro-dollar en données journalières? Il y a, je dirais, une contradiction de momentum. Mais il y a pour l'instant en l'état aucune divergence active. C'est-à-dire que même avec cette tendance haussière qui se met en place sur le momentum, il est probable, il est toujours possible d'aller chercher un 27,50. Donc il se prépare quelque chose, c'est certain. Mais pour le moment, je n'ai pas envie d'acheter l'euro-dollar maintenant là, parce que c'est presque en fait une chance sur deux. Mais nous y sommes bientôt. Alors le gaz naturel, je vous avouerai que, hormis vous dire que les 3,75 sont un niveau de support, c'est un actif que je ne couvre pas ou peu. Nicolas vous propose une stratégie d'achat qui pour l'instant porte ses fruits au-dessus des 3,75. Mais c'est finalement un actif que je trouve globalement neutre depuis maintenant le début du mois d'août, c'est-à-dire qu'en fait le gaz naturel il est dans une consolidation rectangulaire. Donc selon l'analyse technique, le gaz est dans un range. C'est une tendance neutre. Alors lorsqu'on est dans un range trading, forcément c'est toujours très justifié d'acheter la partie basse. D'où ces stratégies d'achat recommandées sur les 3,75. Je dirais ce qui est intéressant avec le gaz naturel, c'est peut-être une des matières premières qui est actuellement assez décorrélée de la tendance du dollar US. C'est-à-dire qu'elle fait plus ou moins sa propre vie, en tout cas moins corrélée que les autres. Donc c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Il y a un niveau de support à 3,75, je comprends qu'on mette en place des stratégies d'achat dessus, mais du point de vue de la tendance, ça reste un range trading. Après cette vague de baisse ici, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Après je ne maîtrise pas les fondamentaux de ce marché. Alors Nico 2010, donc l'argent, alors en toute honnêteté et en toute transparence, j'ai ouvert mon point de marché sur l'argent parce que ma stratégie d'achat a été un échec, donc j'ai voulu l'assumer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite des événements? Est-ce qu'on peut faire un rebond technique? Vu que c'est un marché très technique, en effet, si on retourne chercher les 18,20, 18,50, peut-être que ce sera une résistance. Étant donné que je viens de me faire invalider
c'est un marché sur lequel j'ai besoin de me replonger pour vous reproposer des choses. Donc pour l'instant, je n'ai pas de stratégie particulière à vous recommander. Et enfin, nous terminons sur l'euro-yen. L'euro-yen, à peu de choses près, c'est comme le CHF-yen. Je pense que le marché tente d'établir un premier support ici à 139,68. En effet, je pense que l'intervalle 139,50-140 est une zone d'entrée intéressante. En tout cas, elle fait office de support. Donc, c'est une zone au-dessus de laquelle on peut mettre en place des stratégies d'achat, je dirais avec un stop sous les 139, avec un stop sous les plus bas du 18 septembre. On va ajouter la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes, puisque ces moyennes mobiles sont donc très sensibles à l'action des prix à court terme. Donc voilà, vous avez soit la possibilité d'acheter agressivement au-dessus des 140, soit vous attendez tranquillement que les moyennes mobiles courtes reviennent au niveau actuel des cours, car on peut faire un range avant de connaître une nouvelle impulsion haussière ici sur ces monnaies-là. En fait, ouais. Et donc pour les métaux précieux, laissez-moi un peu de temps, il faut que je me replonge dessus plus généralement. Alors, il est 11h52, vous retrouvez Nicolas Chéron à partir de 15h15 pour un point de marché en plein cœur donc du discours de Mario Draghi qui commencera à 15h et probablement jusqu'à la publication des statistiques immobilières américaines. Je vous remercie donc d'avoir assisté à ce morning meeting, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous retrouve donc demain à nouveau pour le morning meeting puisque Nicolas animera demain après-midi à 14h15 une session de trading avec Nicolas Lavallée en utilisant les fourchettes d'Andrews. Merci à tous.